quorum et les pouvoirs, nous sommes toujours en loi sanitaire. Donc le quorum est au tiers et la possibilité pour les gens d'avoir 2 pouvoirs. Voilà. Ce qui n'est pas le cas ce soir. Et donc le quorum, on est largement au-delà des 10 requis. Donc notre réunion va pouvoir se tenir. On va commencer tout de suite et on va passer à l'ordre du jour. Le premier point qui est l'adoption du PV du dernier conseil, donc celui du 13 avril 2022. Vous l'avez tous reçu par voie dématérialisée. Alors, j'ai pas eu de remarques et d'observations avant ce conseil. Y en a-t-il en séance? Oui. Sur le point numéro 13, sur la baguette, vous avez oublié la remarque. Qui était que ça s'inquiétait d'éloigner de la baguette, sachant qu'elle était en redressement judiciaire ce jour. Et ce soir, elle est en liquidation judiciaire. On le rajoutera au compte rendu, effectivement. Vous pourriez également rajouter le fait que je vous avais demandé, encore une fois, les documents concernant le pôle médical, les factures et les devis. Alors, c'était pas à l'ordre du jour, et vous devez, si vous souhaitez ce genre de documents, je vous fais la remarque. Vous devez l'écrire, c'est pas moi qui fais la loi, c'est la règle. Donc, si vous voulez ces documents, il faut me l'écrire, s'il vous plaît. Oui, mais j'en ai parlé au conseil municipal et j'aurais bien aimé que ça soit de nouveau noté dans le PV. Il faut que vous me l'écriviez. Voilà. Ça n'avait pas de rapport avec une délibération, donc ça n'a pas à être marqué au compte rendu du conseil. Est-ce qu'il y a d'autres remarques et d'autres observations? Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc sur... Oui. Concernant le compte rendu, effectivement, vous avez 2 pouvoirs, enfin un pouvoir et votre vote. Et c'est pour qui ce pouvoir? Le second? Je ne comprends pas votre question. La dernière fois, sur ce compte rendu-là, j'avais deux pouvoirs, Madame Camboulin, Madame Benjiloun. Je viens de le dire en préambule, on est toujours en loi sanitaire avec le quorum entier et donc la possibilité pour chacun des conseillers d'avoir forcément 2 pouvoirs, puisque ok, très bien. Sinon il n'y a plus de compte. Voilà. Ok, très bien. Alors, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 2 abstentions. Est-ce qu'il y a des votes contre? C'est pour Marielle, l'abstention. Oui, il y en a. Ah, c'est oui. Donc, un seul vote. Okay. Pardon, donc on reprend, il y a donc 2 abstentions, Marielle et M. Lefranc. Vote contre. Donc il y en a 5. Donc adopté. Merci. Alors, on va passer à la délibération suivante. Le rapporteur, c'est Nathalie Nicolas Nelson et c'est l'adoption du compte de gestion de l'année 2021. Et c'est un document qui nous est présenté par le trésorier payeur et qui sera, évidemment, puisqu'on votera le compte administratif derrière, en concordance avec notre compte administratif. Nathalie, c'est à toi. Merci. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature L14 modifiée, vu le décret 62-1587 en date du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique modifié par le décret 92-1369 du 29 décembre 1992, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, arrête le compte de gestion au montant suivant. Alors, je vous laisse vous reporter au tableau. Je dirais juste que l'on finit donc le résultat de l'exercice 2021 avec un excédent à plus 167 995,19 €. Merci Nathalie. Donc ça c'est le trésorier payeur qui le présente, donc je ne pense pas que ça pose des questions. Y en a-t-il ou est-ce qu'on peut passer au vote? Donc y a-t-il des votes contre? 4 votes contre. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Donc, adopté. Merci. Et donc, le pendant, c'est M. Thierry Lemaire qui va le présenter. C'est le compte administratif de l'année 2021. Et donc, pour le comité de tradition, puisque c'est le compte que je présente moi, au moment du vote, je sortirai de la salle, puisque c'est comme ça que ça se passe chaque année. Thierry, c'est à toi.
Vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature M14 modifiée, vu le décret numéro 62-1587 en date du 29 décembre 62 portant règlement général de la comptabilité publique modifié par le décret 92-1369 du 29 décembre 92, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, examine le compte administratif 2021 qui s'établit ainsi. Donc, pareil, vous avez les tableaux qui nous sont projetés. Et on termine donc avec les mêmes chiffres que sur le compte de gestion. On va procéder au vote si vous voulez bien. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est bien ça, 4 5. Donc le compte administratif est adopté. Merci de votre confiance et on va continuer notre ordre du jour avec le point suivant. Donc une fois qu'on a voté le résultat final et validé à la fois par la trésorerie et par le conseil, on passe à ce qu'on appelle l'affectation des résultats pour l'exercice 2021. Et Thierry, c'est bon. Non, pardon, c'est Franck, le rapporteur. Franck, c'est à toi. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire comptable M14, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'affectation du résultat de fonctionnement constaté au compte administratif 2021, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'affecter les résultats 2021 au budget 2022 de la manière suivante. Financement de la section de fonctionnement 002 plus 96 892,20. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 001 plus 71 102,99. Besoin de financement en section d'investissement 1068 plus 0. Solde des restes à réaliser d'investissement plus 82 508,98. Merci Franck. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, 6. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, vous pouvez relever la main s'il vous plaît, les services n'ont pas eu le temps de noter. Donc, il y a 6 votes contre. Des abstentions? Donc, adopté, merci. Alors, la même punition pour le budget du centre médical, puisque vous savez que c'est un budget séparé du budget de la commune. Et donc, le rapporteur, c'est Nathalie aussi. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature M14 modifiée, vu le décret 62-1587 en date du 29 décembre 1962, portant règlement général de la comptabilité publique modifié par le décret 92-1369 du 29 décembre 92, vu la délibération en date du 23 septembre 2016 créant un budget annexe pour le centre médical des Sources, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, arrête le compte de gestion au montant suivant. Donc, idem, je vous laisse consulter les tableaux qui sont affichés. Nous clôturons l'exercice 2021 avec un excédent à plus 116 599,82 €. Donc, comme tout à l'heure, c'est la présentation faite par le trésorier. Donc, je pense que ça n'appelle pas de remarque de notre part, à part le vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Kelly, je ne vous vois pas. Ici 5. Donc 5. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc adopté. Merci. Pareil, on passe au compte administratif. Oui, c'est Thierry. Vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature M14 modifiée, vu le décret numéro 62-15-1587 en date du 29 décembre 62 portant règlement général de la comptabilité publique, modifié par le décret 92-1369 du 29 décembre 1992.
Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, examine le compte administratif du centre médical des sources 2021 qui s'établit ainsi. Donc on retrouve la concordance des chiffres avec le compte de gestion. Y a-t-il des questions? Oui, bien sûr. Où sont les devis, les factures et tout ce qui a trait aux travaux qui ont été effectués au pôle médical pour plus de 400 000 € qu'on vous demande depuis des mois et des mois? Merci de votre intervention. On va passer au vote. Ah oui. Alors on va procéder au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Le compte administratif du centre médical est adopté. Donc encore une fois, merci de votre confiance. Pour une partie de la réponse de ce que vous m'avez demandé, Mme Moine, sachez que comme bien évidemment les travaux ont été faits avec un marché public et qui est évidemment passé en commission à laquelle vous étiez invité, puisque vous avez un siège à la commission d'appel d'offres et où vous n'étiez pas. Donc si vous étiez présent dans les instances représentatives où vous êtes, vous auriez la réponse. Allez, on passe au point suivant, l'affectation de résultats. Les devis et les factures des 400 000 € des travaux du pôle médical. Qui a la parole. Affectation des résultats de l'exercice 2021, Centre médical des sources. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire comptable M14, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'affectation du résultat de fonctionnement constaté au compte administratif 2021, de l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'affecter les résultats 2021 au budget 2022 de la manière suivante. Besoin de financement en section d'investissement 1068 plus 0, financement de la section de fonctionnement 002 plus 32 910,96, solde d'exécution de la section d'investissement reporté 001 plus 83 688,86. Merci Franck. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Donc 5. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc adopté, merci. La délibération numéro 8, et c'est Salva, le rapporteur. Candidature de la commune au titre du FAC, qui veut dire Fonds d'aménagement communal auprès du département de Seine-et-Marne, vu le Code général des collectivités territoriales. Considérant qu'en séance du 14 juin 2019, l'Assemblée départementale a adopté le règlement d'un nouveau dispositif en faveur des communes de plus de 2000 habitants, le Fonds d'aménagement communal qui est le FAC. Considérant que le Fonds d'aménagement communal d'une durée de 3 ans comprend 2 types de documents distincts, le contrat auquel est annexé un programme d'action prévisionnelle et les conventions de réalisation propres à chaque action. Considérant que pour les 3 années du contrat, la subvention départementale est calculée sur la base d'une enveloppe forfaitaire de 600 000 € attribuée aux communes de 4 999 à 9 999 habitants. La population municipale de Saint-Patus comptant 66 094 habitants ILC en 2018. La subvention qui lui est attribuée s'élève donc à 600 000 €. À ce titre, la commune de Saint-Patus souhaite mettre en œuvre son projet de développement communal, solliciter l'aide du département au travers de sa politique contractuelle et se porter candidate au FAC qui est le Fonds d'aménagement communal. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la candidature de la commune de Saint-Patus à un FAC, autorise le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer les pièces s'y rapportant. Merci Salva. Alors quelques petites explications complémentaires. Donc en fait c'est une subvention qui est forfaitaire. Habituellement dans les subventions on fait une demande avec un pourcentage et on obtient suivant le montant des travaux.
un certain pourcentage, des fois rien du tout, des fois le maximum de pourcentage c'est 80%, et quand il y a des choses combinées, il ne faut pas que l'ensemble des subventions dépasse 80%. Là, c'est un nouveau dispositif départemental qui n'est pas du tout cela, qui affecte une somme d'argent aux communes pour des équipements. Donc le fait de se porter candidat à un FAC fait que de toute façon, on aura, après il faut présenter les équipements publics que l'on va mettre en face, hein, parce que c'est uniquement destiné à financer des équipements publics. On aura cette somme-là attribuée de façon automatique. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de commission qui décide d'attribuer plus ou moins une certaine somme, c'est les 600 000 euros. Donc on l'a lancé là puisqu'il fallait prendre le premier acte, c'est de prendre une délibération et d'écrire une lettre de candidature au département. Et on reçoit les représentants du département début juin, me semble-t-il, le 7 juin, de façon à leur présenter les projets de développement communal sur lesquels le FAC pourra s'appuyer, de façon à ce qu'ils en prennent connaissance et surtout de façon à ce qu'ils puissent nous aider et nous orienter, puisque c'est un nouveau dispositif, c'est un dispositif qui n'existait pas avant. Dans les politiques contractuelles, il y avait d'autres systèmes de financement. À une époque, il y a eu des plans triennales de voirie, il y a eu tout un tas de choses faites par le département. Là, c'est différent. Ce qui est important, c'est que la somme soit fixe, donc on sait exactement où on va. Et ça, c'est plutôt pratique, parce que souvent, avec les subventions, on fait les demandes, on croit les avoir, et malheureusement, au moment où on compte dessus financièrement pour réaliser les équipements, ça a du mal à arriver. Donc voilà, pour l'instant, a priori, c'est un dispositif qu'on mettra en très grande partie, je pense, sur le centre de loisirs maternel, en face du centre de loisirs primaire à Vivaldi, à côté de la cantine, puisque c'est un projet qui va s'étaler sur les années 2023-2024. Voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Oui, pardon, juste une question par curiosité. Il y a des critères quand même, ou c'est vraiment une fois que l'enveloppe est attribuée, à partir du moment où c'est les bâtiments publics décidés par la commune, ils ont des critères? Non, il n'y a pas spécialement de critères, comme c'est bien expliqué là dans la délibération, c'est un fonds. Hein. Donc en fait, c'est une somme d'argent qui, alors il faut y candidater. Il faut évidemment avoir des équipements, hein, puisque ça ne servira qu'à faire des équipements publics. Il y a des communes qui ont par exemple pas d'objectif de construction d'équipements publics, elles ne peuvent pas y souscrire. C'est vraiment un fonds qui est fait pour abonder à la fois l'autofinancement, les éventuels emprunts et les autres subventions pour faire un équipement. Quand je parlais des critères, ça pouvait être, des fois il y en a qui sont que pour la réhabilitation de bâtiments. Non, justement, ce qu'a voulu le département là, et c'est très bien ainsi, ce qu'a voulu le département, c'est qu'il n'y ait pas d'ingérence du département dans les choix de la commune. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la seule obligation, c'est pour ça, je le redis encore une fois, c'est pour que ce soit des équipements publics, mais ça peut être culturel, ça peut être sportif, ça peut être éducatif, ça peut être routier, puisque ça peut servir à faire des routes aussi, etc. Hein. Du coup, la question complémentaire, ça peut être plusieurs projets comme un seul projet. C'est ça. Les 600 000 sont versés, soit on les met sur un, soit on décide d'affecter 200 000 à un, 300 000 à l'autre, 100 000 au dernier. Voilà. Alors qu'avant, dans les dispositifs qu'il y avait, d'abord c'était les pourcentages, et il fallait au moins 2 opérations. Donc ça bloquait certaines communes qui n'avaient pas beaucoup de capacité d'investissement et qui n'avaient qu'un seul projet, elles n'avaient pas accès à ces choses-là. Donc vraiment, c'est pour ça que je salue la clairvoyance enfin de notre président de département qui a changé la règle et qui a mis en place une règle pour qu'il y ait beaucoup plus de souplesse pour les collectivités et pour les communes sur les décisions de ce qu'elles voulaient faire. Voilà. D'où ma question. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. La délibération suivante, le rapporteur c'est Béa Riondel. Versement d'une subvention à l'association Les Poilus de Voici. Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, vu l'article L.2311-7 du Code général des collectivités territoriales, vu la demande de subvention effectuée par l'association Les Poilus de Voisserie,
considérant que l'association Les Poilus de Ouassery vient en aide aux chats et chiens errants sur la commune de Ouassery et dans les communes limitrophes dans le but de leur trouver une famille d'accueil, considérant que l'association Les Poilus de Ouassery intervient régulièrement sur la commune de Saint-Patu, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Les Poilus de Ouassery d'un montant de 700 € pour les interventions sur la commune, précise que cette dépense sera imputée au chapitre numéro 65, article numéro 6574. Merci Béa. Donc, pour mémoire, l'année dernière, la subvention était de 500 €. Pour m'être entretenu avec la présidente qui a vraiment des soucis de financement, puisqu'elle est vraiment, elle travaille beaucoup et elle travaille en particulier pas mal sur notre commune, parce que je l'ai régulièrement par Messenger quand elle a récupéré des animaux pour essayer de retrouver des propriétaires. On vous propose ce soir de booster un petit peu la subvention qui était de 500 l'année dernière et de passer à 700. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, merci pour elle. La subvention suivante, Virginie. Versement d'une subvention à l'association des jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Souplet. Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, vu l'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales, vu la demande de subvention effectuée par l'association des jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Souplet, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association des jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Souplet d'un montant de 500 € pour l'achat de matériel et de support pédagogique pour la formation des jeunes au métier de sapeur-pompier. Précise que cette dépense sera imputée au chapitre 65, article 65-74. Merci Virginie. Oui, je voulais juste compléter qu'ils sont tout le temps présents à nos cérémonies et on leur a offert une... Ils sont venus voir le film Notre-Dame brûle, donc ça, c'est un petit complément aussi. Ouais, c'est la commune qui leur a offert les places. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc adopté, merci. La délibération numéro 11, et c'est Annie Sarrazin. Organisation d'un banquet en direction des personnes âgées de plus de 65 ans et fixation de la participation financière. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le banquet organisé en direction des seniors avec après-midi dansant le samedi 2 juillet 2022 au complexe sportif, considérant qu'il y a lieu de fixer le montant de la participation financière, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation financière pour le banquet comme suit: personnes âgées de 65 ans et plus, 10 €, conjoints âgés de moins de 65 ans ou accompagnateurs, 40 €. Merci Annie. Donc c'est quelque chose qui existait au niveau du CCAS, puisqu'avant c'était le CCAS qui organisait. Donc c'est pour ça que vous ne le voyiez pas en conseil. Et puis après, avec le Covid, le banquet n'a pas eu lieu ces 2 dernières années. Et comme il redémarre cette année, voilà, c'est pour ça que c'est une délibération que vous avez au niveau du conseil aujourd'hui, puisque les dépenses des anciens sont sur le budget général maintenant et non plus sur le budget du CCAS. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Oui, vous avez la parole. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on fixe une participation de 10 € alors qu'avant il n'y avait pas de participation, que c'était entièrement financé par le CCAS. Alors, encore une fois, c'est faux, je suis désolé. C'est dommage parce que pour la mandature suivante, vous siégiez au CCAS et vous l'avez voté des dizaines de fois chaque année. On a toujours mis une participation, vous pouvez aller vérifier, vous ressortez vos procès-verbaux de CCAS, il y a toujours eu une petite participation. On l'a instauré quand on est arrivé en 2008. On partait du principe que c'était pas entièrement à la collectivité de prendre en charge ce genre de manifestation. Il y a déjà le colis de Noël qui lui est pris en charge en entier. Pour le banquet, qui est une activité assez sympathique, le prix demandé est modique par rapport à ce que ça coûte, puisque même le prix qui est demandé aux accompagnateurs n'est pas vraiment complètement le vrai prix, hein, puisque dedans vous avez juste le prix du repas et pas le prix du spectacle.
Voilà, donc on a toujours fait. Donc c'est pas une nouveauté. C'est une nouveauté au Conseil, puisqu'avant c'était voté au CCAS. C'est d'ailleurs pour un peu plus de transparence que tout ça revient au Conseil, de façon à ce que ce soit beaucoup plus connu, puisque c'était avant c'était plutôt confidentiel, puisque je vous rappelle que le CCAS est une instance qui s'occupe uniquement de la partie sociale et qu'elle est entourée bien évidemment par souci de discrétion d'un peu de secret autour, et donc les choses ne sont pas toujours dites. Voilà. On peut passer au vote? C'était 5 €. Oui, mais je ne vous ai pas dit qu'on n'avait pas changé le montant. Mais donc, vous voyez, votre question, si vous savez que c'était 5, c'est donc que vous saviez qu'il y avait bien une participation. Donc, permettez-moi de vous dire que votre première intervention était très malvenue, mais c'est pas grave. Ah, c'était 7 en plus, c'était pas 5, c'était 7. Mais c'est pas grave. Allez, on continue. Monsieur Lefond. Oui, encore la curiosité. Vraiment, je voulais juste savoir si l'âge de 65 ans était fixé comme ça, ou si ça correspondait à un âge plancher, plafond, par rapport à une... Non, alors c'est un âge qu'on a toujours conservé, qui était celui-là, en fait, c'était l'âge qui permettait d'enclencher les services pour le... Je vais mettre ça entre guillemets, hein, le troisième âge. Donc c'était l'âge pour les collines Noël, c'était... voilà, et on n'a jamais bougé cet âge-là. Beaucoup de collectivités ont préféré, d'abord par des soucis d'économie, parce qu'effectivement c'est problématique, à passer à 70 pour certains, et beaucoup de nos voisins autour d'ailleurs sont à 75, vous pouvez vous renseigner. Nous on a laissé à 65, alors effectivement ça nous coûte un petit peu cher, mais au vu du montant des retraites de beaucoup, on a estimé que pouvoir accéder à ces services-là, à cet âge-là, c'était important. Voilà. On l'a laissé à 65 ans, jusqu'à maintenant. Je ne dis pas que ça évoluera peut-être pas dans le temps, mais ça fait partie des choses qu'on a réussi à ne pas toucher. Bien sûr. Hein. Oui, et cet âge-là avait été déterminé, Béatrix me fait remarquer que tous les enclenchements des aides dites vieillesse sociale, type APA, etc., démarrent à 65 ans. Voilà. Oui, du coup, ça veut dire que ces aides-là, les personnes de 65 ans et plus peuvent y avoir accès, alors que justement, avant 65 ans, ils ne peuvent pas y avoir accès. Et vous avez abordé l'idée de la retraite, ce que je comprends, hein. Et du coup, je me posais la question, c'est que ça veut dire qu'avant 65 ans, on a mis ces aides-là, et on peut être également en retraite avant 65 ans, et ne pas bénéficier. C'était juste une question. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de polémique. On y répond sans souci. Voilà, non, mais c'est parce que c'est comme toujours, et tout, au bout d'un moment, il y a toujours une limite à fixer. Voilà. Et que, comme généralement, c'est l'âge où. Alors, encore une fois, jusqu'à maintenant, c'est pas ce que donnera l'avenir, mais généralement tout le monde est en retraite à 65 ans. Parfois il y en a qui ont la chance d'y être un peu avant, mais la plupart du temps c'est aux alentours de ces âges-là qu'on est en retraite. Voilà. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 3 votes défavorables et pas d'abstention. Donc adopté. La délibération numéro 12, et alors 12, 13 et 14, c'est des délibérations qui vont de pair et qui sont sur le PLU. Donc tiens, c'est à toi la parole. Délibération modificative concernant l'approbation du plan local d'urbanisme, PLU, à la suite des observations du contrôle de légalité. Vu les articles du Code de l'urbanisme, et notamment les articles L153-34, L103-2 et R153-3, vu la délibération numéro 21 en date du 16 septembre 2021 approuvant le PLU de la commune, vu la lettre d'observation de la sous-préfecture de Meaux en date du 25 novembre 2021 demandant de corriger le PLU, considérant que l'élaboration du PLU tel que présenté au conseil municipal est prête à être approuvée conformément à l'article L153-21 du Code de l'urbanisme, précise que les recommandations concernant les modifications sur les pièces suivantes, règlement, rapport de présentation, orientation des aménagements et de programmation ont été réalisées. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retirer la délibération approuvant le PLU en date du 16 septembre 2021, approuve le PLU avec les modifications apportées au rapport de présentation, au règlement et aux orientations d'aménagement et de programmation du PLU, suite au courrier de M. le préfet de Seine-et-Marne, tels qu'ils sont annexés à la présente délibération, dit que conformément à l'article L153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois
et la mention de cet affichage sera effectuée dans un journal du département. La présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU ne seront exécutoires qu'après un délai d'un mois suivant sa réception par Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, si celui-ci n'a notifié aucune modification à apporter au plan local d'urbanisme. Dans le cas contraire, à compter de la prise en compte de ces modifications, l'accomplissement des mesures de publicité. Quelques explications. Quelques explications. Donc le courrier de la sous-préfecture, il est ici. De la préfecture est ici. Donc bon, il y avait effectivement quelques erreurs. Il faut dire que dans un document aussi complexe que peut représenter le plan local d'urbanisme, ne pas faire d'erreur malgré qu'on soit entouré d'un cabinet compétent, ça aurait été de l'ordre du miracle. Donc il y a eu quelques erreurs qui ont été notées par la préfecture, notamment sur des recommandations du SDRIF, puisque notamment nous avions prévu de limiter à 30 logements à l'hectare, alors que le SDRIF et le préfet nous obligent plutôt à en mettre 35 à l'hectare. Donc même si on voulait essayer d'éviter la densification, on y est tenu par la loi. Il y a eu quelques incohérences sur des chiffres annoncés des mauvais. Enfin, on s'est un peu trompé à certains endroits entre 11,23 logements à l'hectare ou 14, bon, quelques incohérences comme ça. On a noté aussi un manque de place de stationnement sur des vélos dans la zone AU, qu'on a corrigé. On avait aussi, les vélos, j'en ai parlé. Ah oui, on avait une petite... on avait interdit l'usage des poulaillers. Alors, on avait interdit l'usage des poulaillers, notamment dans la zone agricole. Alors, il faut savoir que si on a moins de 50 espèces, par exemple, c'est une basse-cour. S'il y a plus de 50 espèces, c'est un poulailler. Nous, on voulait s'éviter peut-être un poulailler industriel, parce que c'est pas 30 ans. Donc on avait bien essayé de le notifier dans le PLU, mais hélas, on a été retoqué et on est obligé d'accepter les poulaillers. Je ne pense pas qu'on ait une région où on aura beaucoup de poulaillers, mais enfin, toutefois, on voulait s'y éviter, mais on n'a pas le choix. Voilà un petit peu sur les différentes recommandations et demandes de la préfecture. En fait, c'était principalement des erreurs techniques. Tout à l'heure, tu parlais entre 11.23 et 14.01. C'est qu'en fait, au fur et à mesure où le document évolue, il y a plein d'endroits dans le document où on recycle le même chiffre. Et vous savez ce que c'est que les copier-coller, pour ceux qui travaillent sur ordinateur, c'est générateur de faire des fautes. Donc le cabinet a beau l'avoir relu, nous aussi. Voilà, il y a des choses qui nous ont échappé. Sur les vélos, c'était dans toutes les zones, on les avait bien mis et puis ça avait été zappé dans cette zone-là. Voilà, parce qu'en fait, vous avez des choses qui sont redondantes, mais comme c'est classifié par zone, vous avez 10 ou 15 fois la même chose dans le document, d'où l'épaisseur du document. Ah oui, voilà. On avait aussi, c'était sur les zones, on avait autorisé des zones d'habitation sur la zone agricole, alors que bien sûr sur une zone agricole, il ne peut pas y avoir d'habitation. Alors en fait, les places de parking pour les habitations, pensant que comme il y avait certaines habitations anciennes sur des zones agricoles, il fallait aussi leur prévoir les places de parking, et en fait non. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont vraiment en annexe. D'ailleurs, à ce sujet, le préfet nous avait envoyé, en nous demandant de reprendre la délibération, un courrier nous disant que, au regard des certificats de publicité transmis en application des articles L153-24 et L153-33 du Code de l'urbanisme, cette approbation du PLU était exécutoire et produisait ses effets juridiques depuis le 27 octobre 2021. Donc le PLU, de toute façon, lui, est entériné. Il nous demandait juste de reprendre la délibération et de modifier ces quelques petites choses-là, de façon à corriger les petites erreurs. Mais qu'en tout état de cause, le PLU était bien en fonctionnement, donc depuis le 27 octobre 2021. Voilà, est-ce qu'il y a des prises de parole là? Oui, encore une fois, je regrette que le document que vous a fourni le préfet, nous ne l'ayons pas eu dans la note préparatoire, parce que c'est vrai que c'est difficile de voir des évolutions sans avoir les remarques du contrôle de légalité. Alors, hop, je vous coupe 2 secondes à ce sujet. Vous avez eu dans vos documents préparatoires au Conseil l'intégralité des documents avec en couleur les choses qui avaient été modifiées, de façon à ce que ça puisse se voir assez facilement et très rapidement. La lettre du préfet
préfet. Alors, la lettre du préfet, j'ai posé la question au cabinet du préfet qui m'a dit si je vous écris à vous, c'est que j'écris pas aux autres. Donc, si vous souhaitez avoir ce courrier, je vous invite à prendre attache auprès du cabinet du préfet qui vous le donnera. Mais voilà, ça, je décide pas à la place du préfet à qui il envoie les courriers, je suis désolé. Pas encore. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, je voulais simplement attirer votre attention sur l'ambivalence des termes qui peuvent être utilisés dans le PLU, puisqu'à la fois vous dites que vous voulez maîtriser l'urbanisation et à la fois que l'objectif, la prévision, c'est d'augmenter la population de 50% en 2030, c'est quand même 3000 personnes en plus. À la fois, vous dites que pour accueillir toutes ces personnes nouvelles qui vont arriver sur la commune, vous allez créer des équipements nouveaux et que ça ne sera pas une nouvelle école, mais vous ne précisez aucun nouvel équipement de manière à nous se faire une idée et à imaginer la ville dans 10 ans avec ces 3000 personnes et les besoins qu'on aura. Ça, on ne sait pas, rien, c'est encore ambigu, ambivalent. Ensuite, de la même façon, vous dites que vous voulez préserver les espaces paysagers et ensuite, on voit partout la commune qui se bétonise. On voit par exemple le projet avec la vente de la parcelle des peupliers, des marronniers, où il est encore question de créer de nouveaux logements, alors que c'est un espace vert où les gens aiment se promener et qu'il y a des beaux peupliers et que ça nous va très bien à nous comme ça. Ensuite, de la même façon, pour la préservation des sols et des champs, vous prévoyez et vous avez acté dans le PLU la création d'une décharge de travaux sur une très grande partie agricole qui est de l'autre côté de la RN 330, dont on connaît les effets sur l'apport de nouveaux camions, sur les risques aussi pour accueillir des terres qui ne sont pas forcément les terres que nous avons aujourd'hui et qui sont décriées un peu partout, parce qu'en Seine-et-Marne, on accueille quand même 80% des déchets du Grand Paris, ce qui est énorme, et on a peut-être d'autres choses à faire de nos champs. Ensuite, Ensuite, vous parlez de liaisons douces, etc., sans prévoir de pistes cyclables supplémentaires. C'est quand même... c'est tout. En fait, vous utilisez des termes et vous faites le contraire. Alors c'est très déroutant. Et toutes ces contradictions, ça explique pourquoi on va voter de nouveau contre. Voilà. Merci pour votre intervention. Bon, je ne reviendrai pas dessus, parce qu'on a déjà discuté à maintes reprises dans cette assemblée. Juste, je vais me permettre encore une petite réflexion sur les... mais vous n'y siégez pas, donc malheureusement vous ne pouvez pas avoir l'information, bien que je l'ai déjà dit pendant ce conseil et que vous étiez là. Sur les pistes cyclables, on a un grand plan avec l'intercommunalité, puisque c'est elle qui a pris la compétence, et que c'est pour ça que nous ne communiquons pas dessus, puisque ce n'est pas nous qui allons les réaliser, mais plutôt l'intercommunalité, et qu'on a un programme de prévu sur notre commune qu'on dévoilera lorsqu'il sera mis en place par l'intercommunalité, ou lorsqu'elle choisira de communiquer dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Alors, écoute. Sur le futur projet d'aménagement des 24 clos, comme disait Nathalie, angle de la rue des Piseurs mais Marronniers, dans le PLU, il est marqué qu'il fallait préserver les zones boisées. C'est pas une zone boisée, elle n'est pas marquée en zone protégée sur le PLU, elle n'a jamais été marquée comme ça. C'est bien marqué dans les deux. Non. Et vous l'avez rechangé en... Du tout, c'est une zone, j'en parlerai tout à l'heure dans la question qui est posée, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est une zone qui est classée constructible depuis les années 2004, depuis 2006 très précisément. 2004, pardon, lorsque l'ancien poste de la commune est passé au PLU. C'est une zone UP classée depuis toujours et qui n'a jamais été classée ni en inondable ni en espace vert à protéger. Voilà. Je ne sais pas d'où sortent ces documents-là, mais dans ce que vous nous avez fourni. C'est une zone humide et regardez bien, pas du tout. C'est parce que la loi. Pas du tout, Charlie. Et je vous rappelle qu'à l'époque vous aviez voté pour, donc soyez gentils de pas. Voilà. Ouais, maintenant soyez gentils d'assumer les choses que vous faites. Voilà. J'assume très bien. Ah, ça m'étonnerait, franchement. Maintenant je travaille les conseils municipaux, chose qu'on ne faisait pas avant, puisqu'il fallait se rendre derrière vous. Bien sûr.
Elle sera bien. Bravo. Je vais demander au public de ne pas intervenir, s'il vous plaît, parce que pendant le conseil municipal, le public n'est pas autorisé. Vas-y, Tiziane, tu as la parole. Non, j'ai rien à dire. T'as qu'à venir quand on... Comment? Alors, je veux juste, on va continuer. Je veux juste rajouter pour appuyer la démarche de Jérôme, c'est que dans le rapport 1B, il est très bien marqué que c'est un espace vert à préserver. Alors il est vrai que le plan de masse, c'est pas noté de cette façon-là, mais que c'est noté dans le 1B et que c'est pas considéré comme une dent creuse. Mais on n'a jamais parlé de dent creuse. Non, mais rien ne nous oblige, donc UB, c'est comme ça depuis 2004. UB, ça s'appelle, c'est une zone à urbaniser mixte. Oui, mais c'est pas notre qui est urbanisé qu'on est obligé d'urbaniser. La volonté, on répondra, puisque tu nous as posé la question en fin de conseil, dans les questions écrites à réponse orale, on y viendra tout à l'heure, donc on ne va pas faire deux fois la même chose, mais on répondra précisément à la question tout à l'heure en fin de conseil. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Alors, 3, 6. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. Alors, la délibération suivante, elle est clairement dans la lignée, elle n'a rien à voir, c'est sur le droit de promotion urbain, mais comme on a modifié et qu'on a fait des petites corrections dans le PLU, il faut absolument la reprendre. Je n'étais pas sûr qu'on soit obligé de la reprendre, on a questionné la préfecture qui nous a dit oui, si, comme il y a une modification, il faut la reprendre, mais elle est identique au droit de promotion urbain classique, c'est-à-dire que la commune demande à être consultée avant chaque vente de particulier, de façon à pouvoir dire si elle est intéressée ou pas. On regarde, on lit la délib et on... Juste, c'était sur le point d'avant, je crois que vous avez dit qu'il y avait 6 votes contre, alors qu'il y en avait 7. 7 Pardon, 7 alors. 3, ah oui, puisqu'il y a un pouvoir là-bas. 7, okay. Merci de la correction. De toute façon, vous aviez bien noté, l'administratif? Merci. Allez, délibération numéro 13, Thierry. Modification du droit de préemption urbain, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-24, L2122-22, 15. Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L210-1 et L211-1, L211-1 et suivant, L213-1 et suivant, L301-1, R211-1 et suivant. Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 12 novembre 2004, modifié le 30 novembre 2007 et le 2 décembre 2016, la révision simplifiée en date du 23 septembre 2011 et la mise en révision en date du 28 août 2015, vu la délibération du 23 mai 2022, corrigeant et révisant le PLU en vigueur et rendant inapplicables les délibérations du 24 février 2017 et du 16 septembre 2021 évoquant le droit de préemption urbain. Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2020 donnant délégation au maire pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain, considérant l'intérêt pour la commune d'instaurer un droit de préemption simple lui permettant de mener à bien sa politique foncière et de concrétiser les objectifs communaux d'aménagement adoptés en conseil municipal du 28 août 2015 et 24 février 2017. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de rétablir un droit de préemption urbain sur toute la partie des zones urbaines ou d'urbanisation future du PLU mentionné sur le plan annexé, à savoir les secteurs, peut-être pas tous vous les lire, de AU à UXC, dit qu'il est possible par délibération motivée d'étendre l'application du droit de préemption urbain au type de mutation prévu à l'article L211-4 sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. Rappelle que le maire possède délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain. Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois, qu'une mention sera insérée dans 2 journaux dans le département conformément à l'article L211-2 du Code de l'urbanisme, qu'une copie sera adressée à l'ensemble des organismes et services mentionnés à l'article L211-13 du Code de l'urbanisme, dit qu'un registre dans lequel seront inscrits toutes les déclarations d'intention d'aliéner, les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des décisions sur l'utilisation effective des biens acquis sera ouvert et consultable en mairie au jour et heure habituelle d'ouverture, conformément à l'article L213-13 du Code de l'urbanisme. Merci Thierry.
C'est très administratif, c'est un peu lourd, mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Oui, c'est quoi qui change par rapport à la dernière délibération sur le droit de préemption? Rien, mais comme on a fait des modifications sur le document final, puisque c'était l'objet de la délibération précédente, il faut reprendre cette délibération-là. Mais administrativement, rien ne change. On garde le droit de préemption urbain sur la totalité du territoire. Voilà, c'est tout. Rien ne change. Les numéros, ils changent en fait des zones concernées, par exemple. Oui, parce qu'il y a des numérotations qui changent dans le nouveau document. Je propose qu'on passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Alors, 7. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, 6. Merci, Sylvain, tu as voté. Oui, aussi. Donc, 7. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. Et la délibération numéro 14, et c'est Franck. Délibération prescrivant la modification du plan local d'urbanisme PLU. Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 153-36 et suivants, vu le décret du 23/09/2015 recodifiant la partie législative du code de l'urbanisme, vu le décret du 28/12/2015 relatif à la recodification de la partie réglementaire du livre 1 du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu des PLU, notamment sur les orientations d'aménagement programmées et le règlement entré en vigueur au 1/1/2016. Vu la loi N Engagement national pour l'environnement et l'intégration des dispositions de la loi Grenelle 2, vu la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ALUR et ses traductions en planification, vu le plan d'urbanisme PLU de la commune de Saint-Patus approuvé le 23/05/2022, Monsieur le maire présente les objectifs poursuivis dans le cadre de la modification, modifier les orientations d'aménagement et de programmation afin de le rendre compatible avec la délimitation prévue au plan de zonage, modifier le plan de zonage et le règlement pour améliorer leur lecture, modifier le plan des servitudes d'utilité publique pour faire apparaître uniquement celles qui s'appliquent sur le territoire communal de Saint-Patus. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide les justifications de la modification de droit commun, prescrit la modification du PLU, définit les modalités de la concertation pour les modifications du PLU comme suit: mise à disposition d'un dossier consultable en mairie pour recueillir les observations des habitants, tenue à disposition du public d'information portant sur les travaux de modification du PLU et tenue d'une enquête publique. Dit que conformément à l'article R 153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un délai d'1 mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Alors, quelques petites explications. Puisque les erreurs matérielles, elles pouvaient être reprises par simple délibération. Et ensuite de ça, il y a un certain nombre d'éléments qui sont apparus par la suite en traitant le dossier et après le PADD. Puisque quand certaines orientations, quand elles n'ont pas été inscrites au PADD, documents qui arrivent bien avant l'approbation du PLU, qui est la première partie de travail et de concertation avec les services de l'État et l'ensemble des services, ce qu'on appelle les chats, ça va m'en venir. Voilà, les personnels publics associés. Donc il y a les services de l'État, il y a etc. Les chambres d'agriculture, enfin tous ces documents-là. On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'erreurs sur lesquelles qui devaient passer par une révision avec enquête publique. Donc c'est pour ça qu'on relance une modification. À titre d'exemple, par exemple, sur le plan des SUP, dans notre document, il y avait une reprise de servitude dite A7 qui est non présente sur la commune. Donc c'est un document généraliste que le cabinet n'avait pas vu, puisque c'est un document qui généralement qui arrive dans d'autres communes, mais pas sur la nôtre. Donc ce n'est pas nécessaire que ce soit dedans. Par contre, par exemple, ça ne reprend pas le PEB, chose que le commissaire enquêteur avait fait remarquer. Et puis encore des petites coquilles qui apparaissent dans les règlements écrits pendant les instructions délicates, ou la faisabilité de certaines opérations mineures type ITE, dites difficiles. Voilà. Donc c'est pour ça que l'on relance une modification de PLU pour pouvoir corriger
ces erreurs-là, mais qui sera bien moins longue que celle d'avant, puisque c'est vraiment sur 3-4 sujets, et pas sur la refonte totale du document. Est-ce qu'il y a des prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Oui, toujours sur les 24 lots là. En fait, sur cet article, donc on nous parle des plans. C'est pas à l'ordre. Sur les plans, c'est bien marqué zone à protéger sur les plans du Je ne vous répondrai pas, c'est pas sur. Non, c'est juste une observation, je n'ai pas besoin de réponse. On n'est pas sur cette délibération. Sur la délibération en elle-même. Et c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 6, 1. Donc adopté. La délibération numéro 15, monsieur Béléa. Jean-Yves, à toi. Harmonisation du temps de travail annuel à 1607 heures au sein de la commune. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les articles L611-1 à L613-11 du Code général de la fonction publique, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi numéro 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, vu le décret numéro 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du premier de l'article 57 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu la loi numéro 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115, vu la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47, vu le décret numéro 85-1250 du 26 novembre 1985 relative au congé annuel des fonctionnaires territoriaux, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, vu le décret numéro 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7.1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du travail dans la fonction publique territoriale. Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, norme 1-INT-B-08-0006-C relative à l'organisation de la journée solidaire de la FPT, fonction publique territoriale, vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012, numéro de norme MFPF 120-203-1C, relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi numéro 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Vu la délibération numéro 10 en date du 7 décembre 2001 portant adoption du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui sera remplacé par la présente délibération. Vu la délibération numéro 4 en date du 7 février 2004 portant sur avenant numéro 1 au protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui sera remplacé par la présente délibération. Vu la délibération numéro 2 en date du 4 décembre 2009 portant sur la modification de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail qui sera remplacé par la présente délibération. Vu l'avis du comité technique en date du 16 mai 2022, considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures
maintenu dans certains établissements et collectivités territoriaux, et un retour obligatoire aux 1607 heures. Considérant qu'un délai d'un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements publics pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents. Considérant que la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant après avis du comité technique. Considérant que le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le protocole d'accord relatif au temps de travail au sein de la collectivité, annexé à la présente délibération, conformément à la durée annuelle du temps de travail effectif de 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Précise que les modalités permettant d'accomplir la journée de solidarité de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuels, sont décrites dans le protocole annexé à la présente délibération. Précise que les cycles de travail définis par service respectent les garanties minimales en matière de temps de travail, conformément au protocole annexé à la présente délibération. Précise que les jours de congés extra-légaux qui étaient attribués par dérogation sont supprimés à compter du 1er janvier 2022. Dit que les présentes dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Alors, merci Jean-Yves, parce que c'était assez rébarbatif. C'est ça. Alors, quelques explications. Ça concerne nos personnels. Donc c'est quand même important de se pencher dessus et de regarder. Donc comme vous avez pu le voir dans la délibération, en fait, les lois Macron qui sont passées l'année dernière remettent, enfin la loi travail remet un certain nombre de choses en face avec des textes qui existaient et pour lesquels il pouvait y avoir quelques petites dérives. Voilà. Alors chez nous, elles étaient excessivement faibles, puisqu'en fait il s'agissait de ce qu'on appelle les 3 jours du maire, c'est ça qui est appelé congés extra-légaux. Pour vous donner une idée, nos personnels à temps complet à 35 heures avaient leurs 25 jours de congé et avaient 3 jours, ce qu'on appelait les 3 jours dits du maire, qui étaient des jours de vacances supplémentaires à poser. Alors pourquoi ça a été voté? Je ne porte pas de jugement sur le fait de voter, mais le temps légal de travail des agents a toujours été 1607 heures, mais en y ajoutant pour certaines collectivités de nombreux congés extra-légaux, voire illégaux, ça a poussé l'État à remettre tout le monde dans le droit chemin, et c'est ce qui se passe. Donc chez nous, il y avait 2 types de contrats, ceux à 35 heures, donc qui généraient donc en nombre de jours travaillés par semaine 25 jours de congé, et puis ceux à 38 heures, 5 jours par semaine, où il y avait 25 jours de congé et 13 jours de RTT. 13 jours et demi, pardon. Le service administratif, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Aujourd'hui, donc la loi impose que ces 3 jours du maire, ces congés extra-légaux, ne peuvent plus exister, ils sont donc retirés. Donc nos agents qui font 35 heures perdent ces 3 jours du maire aujourd'hui, ce qui, alors avec les autres jours de vacances et puis le jour de solidarité, etc., fait qu'ils arrivent à faire 1607 heures sur l'année, c'est le nombre d'heures travaillées qu'ils doivent à la collectivité. Pour ceux qui étaient à 38 heures, il y avait des jours de RTT, donc de 13 jours et demi. Eux, à 38 heures, dans la nouvelle règle, ils passent à 18 jours de congé. De RTT, pardon. 25 jours de congé et 18 jours de RTT. C'est la règle. Hein. Et on a ouvert la possibilité, puisque on a proposé, alors ça a été vu en comité technique, donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le comité technique, c'est l'instance représentative avec un nombre à part égale de représentants des élus et des représentants du personnel. On a bien évidemment travaillé cela avec eux, on les a bien évidemment consultés et demandés et écoutés surtout, parce qu'il y en a certains pour qui la perte de ces 3 jours, il l'avait un petit peu en travers de la gorge, et on peut les comprendre. On a donc proposé à ceux qui étaient à 35 heures, pour pouvoir conserver ces 3 jours, de passer à 35h30 par semaine. Donc en faisant 35h30, ils peuvent bénéficier
de ces 3 jours-là, alors ce qui correspond à 6 minutes de travail en plus par jour. Alors on n'a pas encore défini, on est en train de travailler avec eux, on n'a pas encore défini comment on allait le répartir, si on allait le répartir journellement ou une fois en semaine, enfin bon, voilà, c'est pas encore défini, on leur laisse le libre choix de nous faire des propositions, puisque c'est surtout eux que ça va impacter. Il y avait une deuxième chose que l'on donnait, qui était au moment du départ en retraite un mois de congé supplémentaire, en fait un mois de salaire supplémentaire. Ça fait partie des choses qui sont retirées. Et dans les autorisations d'absence aussi sur les décès, etc., on est revenu aux congés légaux, puisqu'il y avait des fois un jour de plus, quand c'était 4 jours, on en donnait 5, ou bon, voilà, des choses qui de toute façon impactaient peu, puisque c'est des choses que vous avez 1 ou 2 fois dans votre carrière, vous n'avez pas tous les 4 matins une grand-mère qui décède, heureusement. Voilà, alors la seule difficulté de cette loi-là, c'est aussi pour ça qu'en dialoguant avec nos personnels, c'est ceux qui sont à temps partiel peuvent en bénéficier au prorata de leur temps partiel. Ça a toujours été comme ça. Je pense surtout aux ASEM, à certains personnels de cantine et de ménage, qui étaient recrutés sur des postes, alors là où c'est difficile, pas des temps partiels, mais ce qu'on appelle des temps non complets. C'est-à-dire des postes qui sont ouverts qu'à 31h30 ou qu'à 28h30 ou qu'à 33h, etc. Et ces statuts-là ne permettent pas de conserver les 3 jours, même en faisant la demi-heure supplémentaire. Ils ne sont pas assujettis, ils les perdent point à la ligne. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert la négociation avec eux en proposant un certain nombre, puisque de toute façon, comme leur temps de travail est annualisé et qu'au gré des absences, je parle toujours surtout pour le ménage et ce genre de trucs qui sont des travaux qui sont extrêmement pénibles et dans lesquels il y a régulièrement des arrêts, ce qui est normal. On a ouvert la possibilité, c'est en discussion avec eux, pour que ceux qui souhaitaient d'un temps non complet pouvoir remonter à un temps complet, c'est-à-dire aux 35 heures, voire aux 35h30 pour continuer à bénéficier des 3 jours, puissent le faire. Voilà. C'est une possibilité que le CTP a validée à l'unanimité, à la fois côté élu et à la fois côté personnel, pour pouvoir permettre à ceux qui le souhaiteraient, donc il n'y aura pas d'obligation, on ne va pas les obliger. Ceux qui le souhaitent, c'est une possibilité qui leur sera donnée, et ceux qui ne le souhaitent pas, de rester bien évidemment à leur contrat de travail existant, sachant par contre que la loi s'applique et que dans ce cas-là, ils perdront les jours. Voilà les petits commentaires que je pouvais vous faire sur le pourquoi de cette délibération. J'avais essayé avec la préfecture de gagner un petit peu de temps, essayer de gagner une année pour nos agents, mais bon, l'application de la loi, c'est l'application de la loi, donc on est obligé de le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non? On peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, merci pour eux. Alors, on a épuisé notre ordre du jour. Compte rendu de délégation, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu une décision numéro 22-05 du 10-3-2022 portant acceptation d'une indemnité d'assurance suite à un bris de vitre de la salle des Brûlés le 23 octobre 2021 pour un montant de 141,60 €. Ça, c'est un versement d'assurance. Et une décision numéro 22-06 du 2 mai 2022 portant signature d'un contrat de prêt avec la Caisse d'épargne de France pour un montant de 500 000. C'était inscrit au budget. On vous avait expliqué, c'est le réméré que l'on a remboursé et que l'on a remis tout de suite en emprunt. Alors, j'aurai un certain nombre d'informations à vous passer. On va passer aux questions du groupe Alliance. On va y répondre et puis après, je vous ferai un certain nombre d'informations sur certains sujets comme d'habitude. Alors, vous écoutez. Lors du conseil municipal du 16 septembre 2021, vous avez fait voter la vente de 2 parcelles de terrain au Marronnier. Les habitants de ce quartier n'avaient pas été informés en amont de ces constructions et de votre projet pour développer leur quartier. Rien dans le PLU ne fait penser qu'il y aurait des constructions. Ils se mobilisent donc à travers une pétition pour préserver cet espace vert et les arbres. Seront-ils associés? Pourront-ils amender le projet en cours ou ce projet est-il déjà finalisé? Pouvez-vous nous transmettre dans ce cas le permis d'aménagement et les études réalisées?
Alors Thierry, la réponse. Donc, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, depuis 2004, lors du passage du POS au PLU, le terrain est constructible et il est mis en zone UB. Et ça date depuis 2004. Et c'est vrai que tout à l'heure vous n'aviez pas l'air de vouloir l'entendre, mais c'est quand même depuis 2004. Et je me suis même encore renseigné pour être sûr, et c'est bien depuis 2004. Donc c'était bien un terrain qui était constructible. C'est parce que dans le rapport 1B, dans le PLU, c'est marqué espace à préserver. On va revenir à l'application du règlement. Vous posez la question, on vous répond. Ça n'a pas lieu de débat. On vous donne la réponse. On ne sait pas quoi. Nous, on vous a demandé des études et des permis d'aménager. Alors, le permis d'aménager, il est disponible auprès de l'urbanisme, juste en face, et il est consultable par tout le monde. Et il n'était pas consultable parce qu'il y a le secret d'instruction, mais à partir du moment où le permis d'aménager est validé, il est consultable par tout le monde. Vous pouvez le consulter. Comme n'importe quel autre permis d'ailleurs. Comme n'importe quel document. Tant à partir du moment où il y a un accord sur le permis, que ce soit sur une DP, que ce soit sur un permis de construire ou que ce soit sur un permis d'aménager, il est consultable par tout le monde. Il n'est pas consultable tant qu'il est en instruction. Mais là, vous pouvez le consulter, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas aucun moyen de savoir qu'il allait y avoir quelque chose avant de consulter, c'est parti. C'était ça qui sont. Alors après, bon, la commune n'a pas vocation à faire des réserves foncières et à garder des réserves foncières. Sur les arbres, tu parlais des arbres tout à l'heure dessus, ces arbres, il faut savoir qu'en 2018, il y en a 4 qui ont été abattus à la demande des habitants parce qu'ils avaient peur qu'ils tombent sur les habitations. Donc il y a eu 4 arbres qui ont été abattus et on a retrouvé la facture pour un montant de 6 000 €. Il faut savoir aussi qu'il y a déjà eu certains propriétaires qui sont riverains de cet espace, qui revendiquent aujourd'hui cet espace vert. Il y a eu des modifications qui ont été apportées par la mairie parce qu'ils souhaitaient en acquérir des morceaux pour agrandir leur propre terrain. Et il y a eu déjà des terrains qui ont permis d'être agrandis sur des riverains de cet espace vert. J'en ai 2 en connaissance. Alors, la deuxième question, t'as fini, Thierry, c'est bon? Oui. La deuxième question. Vous avez d'autres questions là-dessus? Votre deuxième question. Quel est le coût total? Quel est le coût total, loyer et apport initial pour la collectivité de la 3008 de M. Peinturier? Alors, je vais vous répondre mais en préambule. Chaque année, après le vote du compte administratif, on vous remet un document qui s'appelle le Grand Livre. Dans ce Grand Livre, vous avez toutes les réponses possibles. Et notamment, si vous l'avez consulté, enfin j'aurais espéré que vous l'ayez consulté, vous auriez eu la réponse à votre question et je vais vous y répondre. C'est pas le grand livre, je l'ai demandé comme ça, mais vous n'avez pas donné les détails. Vous l'avez après le vote du compte administratif, donc chaque année vous l'avez, et là vous allez avoir celui de 2021. J'ai eu que 2019. Mais n'importe quoi. Je voulais chercher où tu me réponds. Je vais vous répondre. Alors, le loyer mensuel de la 3008 est à 455 € hors taxe et nous avons bénéficié d'un bonus écologique en prenant ce type de véhicule de 2000 €, donc en 2019, c'est ça? Voilà. Et c'est une LDD sur 3 ans. Merci Thierry. Alors, plusieurs petites informations. La première sur le terrain synthétique. Donc le marché est en cours de finalisation. Dans la dernière réunion technique,
avec le cabinet qui s'en occupe. La publication sera dans les jours à venir pour quelques semaines. Le début des travaux est prévu le 15 juillet 2022 et une fin des travaux fin octobre 2022. On va être fin octobre, donc cette semaine, je vais prévoir un courrier auprès du président pour lui, alors on est déjà en contact, hein, mais pour lui finaliser la mise en œuvre de cette opération et de ces travaux, et surtout pour qu'il puisse s'organiser avec la fédération, puisqu'il y aura un début de saison où il faudra faire les matchs sur les terrains du bas, puisque le terrain ne sera pas terminé. Bon, de toute façon, on avait essayé de prévoir de le faire sur l'été en démarrant un petit peu plus tôt que le 15 juillet, et techniquement, de toute façon, ça n'aurait pas tenu dans le mois et demi de trêve, hein, puisque le club arrête généralement fin juin et souhaite reprendre les entraînements généralement dernière semaine d'août, voire même des fois si juste après le 15 août ils peuvent redémarrer, ça les arrange. Donc on aura une petite période de difficulté, voilà, où on va essayer de s'arranger. Alors je ne vous dis pas qu'on pourra décaler les matchs dans la ville voisine de Ouassery, puisque le club de foot s'appelle Entente Saint-Patrice-Ouassery. Il n'y a pas de terrain homologué de l'autre côté, donc malheureusement on ne peut même pas faire ça. En ce qui concerne le changement de logiciel, donc vous avez vu dans les délibérations qu'on a pris sur un certain nombre d'éléments comptables. On vous parle à chaque fois de la nomenclature M14, qui est une nomenclature comptable excessivement lourde et compliquée, qui date depuis Mathusalem, et qui était une comptabilité juste prévue pour la fonction publique. Donc ce système de comptabilité va légèrement être modifié, et on va passer à la M57, qui est un modèle de comptabilité qui se rapproche beaucoup plus de la comptabilité privée, et qui permet de simplifier en particulier les amortissements, etc. Ce sont des choses très compliquées à calculer, très lourdes, et qui peuvent avoir des conséquences assez importantes sur le budget. Mais pour ce faire, on avait nous plusieurs logiciels, hein, ça a toujours été comme ça. On avait un logiciel scolaire d'une sorte, un d'une autre, la compta c'était Berger-Levaux, etc. Donc on va muter l'ensemble du logiciel sur le système Cyril, qui lui est parfaitement compatible avec la M57, qui est beaucoup plus facile d'utilisation, qui fera gagner beaucoup de temps, qui est aussi mieux adapté à la dématérialisation, puisqu'on est obligé de, ça c'est les règles, hein, on est obligé de passer à l'ensemble de la dématérialisation, même si parfois, quand ça ne marche pas, comme cette semaine, la préfecture m'appelle en disant il faut nous envoyer les documents papier, parce que ça ne passe pas par la démat, donc ça ne sert des fois pas à grand chose, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est une obligation. Et cette mutation, elle aura lieu au plus tard le 1er janvier 2024. Donc on aurait pu le faire au 1er janvier 2023, mais on ne sera pas prêt, donc il vaut mieux être prêt tranquillement et avoir tous nos personnels de former à ce nouveau logiciel. Oui, la comptable, mais pas l'ensemble de la collectivité. On va le passer au fur et à mesure des formations. C'est ça que... Oui, j'ai peut-être mal expliqué. Oui, le logiciel en 2023 et la M57 en 2024. L'inverse. M57 en 2023. Je disais ce matin. Et la mutation du logiciel. Et la mutation, on a les finances qui sont déjà opérationnelles. Le service périscolaire pour tout ce qui est facturation qui va être opérationnel au 1er septembre, qui sont déjà en formation. Et les ressources humaines, ce sera en mai 2023. Ok, et voilà, la précision parfaite de la chose. Autre information sur les écoles, on a équipé l'ensemble des classes, des cantines et des accueils de loisirs en capteurs de CO2, puisqu'on avait sollicité suite aux subventions proposées par l'État, et le système qu'on a choisi, donc qui sera mis en place début juin, donc là, qui sera totalement opérationnel dans l'ensemble des bâtiments scolaires, y compris cantines et accueil de loisirs pour la rentrée scolaire, on a réussi à obtenir une subvention de 100% de l'État. Donc l'intégralité de l'équipement est prise en charge par l'État. Donc pour une fois qu'on a une subvention, on les remercie. Après concertation avec les associations de parents d'élèves, donc vous savez qu'on est confronté ces dernières années, puisque je suis désolé de le dire, hein, mais je me suis opposé à la fermeture d'une classe à Perrault, à Charles Perrault, et malgré les propos de notre ancien et nouveau président de la République disant qu'il n'y aurait aucune fermeture si un maire s'y opposait, et ben on a quand même une fermeture de classe alors que je m'y suis opposé. Donc vous voyez, le discours n'est pas joint à
l'efficacité. La difficulté que l'on a, c'est que pas sur les mutations, parce que ça c'est toujours à peu près équilibré. On parle de mutations, c'est les achats-reventes de pavillons. Mais sur les nouvelles constructions, il nous avait été conseillé par l'inspecteur de faire ce qu'on appelle une zone tampon, c'est-à-dire de ne pas affecter les gens sur ces nouvelles constructions, sur une école ou sur l'autre, et d'attendre la fin de la campagne d'inscription pour savoir combien ils étaient et où est-ce qu'il fallait les mettre. Alors, on en avait 12 seulement dans cette zone tampon qu'on devait choisir d'affecter. Et on a réuni les parents d'élèves et on a décidé avec eux, puisqu'on avait demandé à l'inspecteur en lui disant si on les affecte sur Perrault, on a normalement le nombre d'enfants qu'il faut pour ne pas fermer la classe et la rouvrir. Et monsieur l'inspecteur nous a évidemment dit que, compte tenu des recrutements qu'il n'arrivait pas à faire et qu'on était des grosses écoles, de toute façon la classe serait fermée et ne serait pas ouverte par manque d'instituts. Pour vous donner un chiffre, il nous a expliqué que sur le département de Seine-et-Marne, il y avait eu 1400 postes ouverts en instituteurs et institutrices. Il y a 2 épreuves, une épreuve écrite et une épreuve orale. Sur l'épreuve écrite, ils ont eu à peine 900 candidats. Ils en ont pu en sélectionner que 700 en descendant la note à 6 sur 20 pour avoir 700 candidats. Et que malheureusement, à l'épreuve orale, il y en aurait certainement encore 100 ou 200 d'épurés, donc ils en auraient à peine 500. Donc 500 sur 1400 postes ouverts, vous voyez bien la difficulté. C'est qu'on réclame, nous, à corps et à cri, de conserver l'ouverture des classes et que malheureusement, c'est vraiment un problème plus profond que ça. Peut-être qu'il faut se pencher sur les conditions de travail des instituteurs et des institutrices et peut-être leur salaire. C'est peut-être une des raisons qui provoque cela. Mais ça, c'est en dehors de mes compétences. Donc, on a décidé avec les parents d'élèves, c'est les parents d'élèves qui sont que l'on avait réunis, donc les 3 associations, on leur a mis le tableau dans les mains. En fait, c'est simple, on a fait la moyenne des inscriptions sur Perrault et la moyenne des inscriptions sur Vivaldi. Et en affectant les enfants d'un côté, on a refait les moyennes. Et on s'est aperçu que si on les affectait à Perrault, la classe de toute façon ne serait pas ouverte. Et qu'on arrivait à 29 de moyenne contre 25 de l'autre côté, alors que si on affectait dans l'autre sens, on arrivait à 27 et 26. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près ça les chiffres. Enfin, les parents d'élèves nous ont dit non, pour équilibrer, on fait ça comme ça cette année. Et on a convenu avec eux chaque année que les nouvelles constructions, on les mettrait toujours dans la zone tampon et qu'on les consulterait systématiquement de façon à voir où est-ce qu'il est plus intelligent, moins compliqué de les mettre. De toute façon, on est toujours dans la même optique où on perd environ entre 20 et 30 élèves chaque année, puisque, je le redis pour expliquer la chose, les ouvertures ou les fermetures de classe ne sont pas liées à quelconque psychose dite par quelqu'un ou pas dite, mais elle est directement liée à la construction dans une commune. On avait fait, nous, les études pendant la première mandature et ça nous avait été très bien expliqué par un cabinet semi-privé, semi-public qui maîtrisait parfaitement la FTRP, mais qui maîtrisait parfaitement ces sujets-là et qui nous avait dit si vous voulez ne serait-ce que maintenir le nombre d'enfants dans les écoles, il faut construire entre 40 et 50 nouvelles maisons par an. Sur les 12 dernières années, sur les 2 mandatures précédentes, il y avait eu à peu près 85-86 divisions de terrain et l'ensemble des lotissements qui avaient été faits, l'impasse des Moulins, le prolongement du Poirier Fourchu et Saint-Antoine, ça représentait pas tout à fait 170 nouvelles constructions sur 12 ans, alors que 50 x 12 ça fait 600, donc le déficit étant de 350, forcément aujourd'hui on est dans une phase où les effectifs dans les écoles baissent et où les classes ferment. Voilà. Voilà pourquoi nous n'avons pas prévu dans nos investissements pour l'instant de 3e école. Je dis bien pour l'instant. On a aussi reconduit avec l'accord des parents d'élèves et en concertation avec les instituts, en particulier celle de Vivaldi, l'opération trousse uniquement pour les classes de CP. Donc la commune offre la trousse de rentrée pour les élèves qui rentrent en CP. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le samedi 18 juin, le grand concert que l'on organise sur le champ des pommiers, sur le pré des pommiers, juste à côté, donc avec le groupe The World of Queen, donc c'est un cover de
Queen, avec la projection Bohemian Rhapsody à 17h30, donc ça c'est le film qui retrace la vie du groupe, et le concert à 20h45, en vous disant que les ventes de places sont prévues en mêlée du lundi au samedi, ou sur internet avec France Billets et Ticketmaster. Il y aura évidemment buvette et restauration sur place, comme lorsque l'on avait fait le concert de Trian de la même manière. Voilà, alors on a épuisé notre ordre du jour. Je vous remercie. Je vous convie au prochain. Il y aura certainement un prochain conseil pour des ajustements avant les vacances, probablement fin juin. On n'a pas encore la date de prévu. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.